Donc aujourd'hui, je viens vous voir pour vous parler de l'astrologie de l'âme, le voyage spirituel des signes du battleur. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que voyez-vous, l'astrologie qu'on connaît dans les journaux n'est pas très représentatif de la véritable astrologie. On a tous feuilleté un magazine, un journal, été sur un site web où est-ce qu'il y a des horoscopes. Et je ne veux pas nécessairement dire que c'est mauvais, mais il faut comprendre que c'est extrêmement restreint, extrêmement caricatural. Alors, il faut se méfier un petit peu de ça. Et j'avais envie de vous présenter aujourd'hui la vraie philosophie qui est en arrière de l'astrologie, la philosophie qui était là au moment de sa création, il y a plusieurs milliers d'années, parce que l'astrologie a commencé à naître dans l'Égypte ancienne, l'époque babylonienne, etc., et s'est développé dans la Grèce antique, et s'est poursuivi au fil des millénaires. Mais il y a une base philosophique à l'astrologie, et je trouve qu'elle est très intéressante et elle permet de comprendre jusqu'à quel point est-ce qu'il y a un sens profond à ça. Alors, voyez-vous, les premiers peuples qui ont développé l'astrologie étaient convaincus qu'il y avait en quelque part ce qu'on pourrait appeler un voyage de l'âme. Et ce qu'on veut dire par le voyage de l'âme, ce qu'on expliquait à l'époque, et même je vous ai amené quelques dessins là en avant pour que vous puissiez voir un peu comment on faisait les graphiques, c'est que grosso modo, ce qu'on considérait dans la philosophie originale, c'est que l'âme d'une personne venait des étoiles. Et elle voyageait pour venir sur la Terre. Et lorsque sa vie terrestre était terminée, elle quittait le corps et elle retournait aux étoiles, elle retournait au ciel. Mais les anciens ne voyaient pas le ciel et les étoiles comme tout au même degré. On le voyait un petit peu comme si c'était par couche. Et la couche la plus éloignée de la Terre, c'était les étoiles. Et entre les étoiles et la Terre, il y avait plusieurs couches qui étaient occupées, entre autres, par les planètes. Alors, il y avait un cercle pour Saturne, un cercle pour Mercure, pour le Soleil, etc. Puis, on mettait la Terre au centre. Et donc, autrement dit, ce qu'on voit sur les images, c'est un petit peu comme si on disait que l'âme part du ciel étoilé, complètement dans le haut, et elle descend. Et elle traverse et elle rencontre chacune des planètes et éventuellement, elle arrive en plein centre, elle arrive sur Terre et là, elle s'incarne. Et à la fin de la vie, elle quitte la Terre, elle remonte en repassant chacune des couches des planètes et elle retourne aux étoiles. Alors, c'était comme ça qu'on l'illustrait. Et pourquoi est-ce qu'on l'illustrait comme ça? Parce que ce qu'on disait, c'est que finalement, l'âme apprend des leçons au fil des vies. C'était des peuples, évidemment, qui croyaient beaucoup en la réincarnation. Et on n'est pas obligé de croire à la réincarnation pour croire en l'astrologie, puis je vous dirais même qu'aujourd'hui, l'astrologie est souvent pratiquée sans aucune référence ou croyance à la réincarnation, mais je voulais vous montrer l'origine, et à l'origine, ça vient d'un système où il y a cette idée de réincarnation. Et donc, ce que l'âme faisait lorsqu'elle partait des étoiles et qu'elle descendait sur Terre, c'était de rencontrer les leçons qu'elle aurait à apprendre dans cette vie-ci. Alors, selon le voyage de l'âme, l'endroit dans les étoiles où elle passait, puis l'endroit dans les couches planétaires où elle passait, c'est un petit peu comme si chacune des planètes lui dictait une grande leçon qu'elle aurait à appliquer durant sa vie terrestre. Et à la fin de la vie terrestre, l'âme retournait aux étoiles, et c'était là où on vérifiait si l'âme avait bien appris les leçons qui lui avaient été demandées, avec l'idée que si elle avait appris toutes les leçons demandées, elle n'avait plus à revenir, à se réincarner, elle restait dans la divinité des étoiles, et que sinon, s'il y avait eu des erreurs, elle aurait à refaire le chemin encore une fois. Oui? Une question un petit peu pointue, parce que si on ne veut pas faire référence à la réincarnation, ça arrange comment les astrologues avec le nœud nord et le nœud sud? En fait, ils utilisent la question, juste pour situer tout le monde, parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde là, qui ont une connaissance de l'astrologie dans la classe, c'est qu'il y a des points dans une carte du ciel, évidemment. Je pense que tout le monde, vous comprenez qu'on peut regarder où est le Soleil, où est Mercure, où est la Lune, les planètes, mais il y a aussi deux points qu'on appelle les nœuds lunaires.
Et les nœuds lunaires, à l'origine, leur symbolique est de réincarnation parce que vous avez un nœud qui symbolise la vie ancienne et un nœud qui montre où est-ce qu'on doit évoluer dans cette vie-ci. Et les astrologues qui n'utilisent pas le langage de la réincarnation vont utiliser un langage qui est très psychologique, très, très moderne. Si on va voir un psychologue, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit... l'inconscient et de l'enfance. Exactement. Il parle de l'inconscient et de l'enfance. Puis là, il dit tout ce qui est arrivé dans les 3 premières années, c'est ce qu'on doit transcender, c'est ce qu'on doit apprendre, c'est ce qu'on doit régler dans notre vie. Fait qu'ils vont dire que le nœud sud, c'est l'enfance, l'inconscient, le début. Et voilà. Et le nœud nord devient ce qu'on doit avoir comme guérison. C'est notre thérapie, finalement, dans cette vie-ci. Alors ça, c'est quelque chose qui est en dehors là, de la conférence aujourd'hui, mais c'est intéressant effectivement de voir qu'on a changé le langage pour l'adapter à ça. Alors, au final, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les signes du zodiaque, parce que c'était les signes du zodiaque, on les situait dans les étoiles, le bélier était une constellation, etc., le taureau était une constellation, et ainsi de suite. Donc, on situait les signes dans la couche des étoiles. Ça voulait dire que l'âme arrivait des signes. L'âme arrivait soit du bélier, soit du taureau, soit du capricorne, etc. Et elle rencontrait donc différents signes, mais l'âme venait des signes et c'était les signes qui symbolisaient la leçon que l'âme aurait à apprendre sur Terre dans cette vie-ci. Lorsqu'un astrologue fait une carte du ciel, il va regarder plus qu'un signe. Pourquoi? Parce qu'il va regarder dans le voyage de l'âme. Si je montais sur le toit de l'hôpital au moment où le bébé naît, toutes les planètes ne seront pas exactement à la même place dans le ciel. La Lune pourrait être complètement en haut, alors que le Soleil est couché, et puis Mercure à un autre endroit. Fait qu'on peut dire que chacune des planètes arrive d'un signe. Alors, je pourrais avoir Mercure qui arrivait dans son voyage de l'âme du Taureau, puis je pourrais avoir la Lune qui arrivait d'ailleurs dans le ciel, donc qui arrivait peut-être du Capricorne quand elle descendait sur Terre. C'est pour ça que lorsqu'un astrologue fait une carte du ciel, elle est vraiment, vraiment personnalisée pour chaque personne, au sens où il va calculer avec l'heure et la ville de naissance, pas juste la date, mais l'heure et la ville de naissance, il va calculer exactement où étaient les planètes. Parce que finalement, une carte du ciel, c'est vraiment comme si l'astrologue montait sur le toit de l'hôpital pour aller répertorier où sont toutes les planètes au moment de la naissance. C'est pour ça que ça, on a besoin d'un logiciel, on a besoin d'un peu de temps de calcul et ça prend l'heure pour le faire parce que les planètes, il y a certains astres comme la Lune qui bougent à toutes les 4 minutes. C'est certain que si mon heure de naissance est plus ou moins 8 minutes, je me trompe de 8 minutes, bien peut-être que la Lune a changé de place, peut-être que la Lune a bougé dans ça. C'est pour ça que ça prend l'heure précise le plus possible. Alors nous, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça aujourd'hui. C'est évidemment pas possible. Ça prendrait plusieurs semaines pour faire la carte du ciel de tout le monde. Mais il y a une chose qu'on peut faire. C'est qu'en fonction de la date de naissance des gens, on connaît la position d'un astre en particulier, le Soleil. Et probablement le plus important au sens où, même si vous ne le savez pas, vous le savez. Parce que si je vous demande où était votre Soleil à la naissance, ça se peut qu'il y ait peu de gens dans la classe qui lèvent la main. Et pourtant, je vous le dis, vous le savez tout le monde. Pourquoi? Parce que la position du Soleil à notre naissance, c'est ça qui nous donne notre fameux signe natal. Alors, si vous dites « je suis Verseau », ça c'est dans le langage populaire. Être Verseau, ce que ça veut dire pour un astrologue, ça veut dire qu'au moment de la naissance de la personne, le Soleil traversait le signe du Verseau. Si vous êtes Poisson, ça veut dire qu'au moment de votre naissance, le Soleil traversait le signe du Poisson. Autrement dit, la position du Soleil dans le ciel au moment de la naissance nous donne notre signe natal. Fait que c'est pour ça que je dis, même si vous ne le savez pas, vous le savez, on connaît tous notre signe. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne connaissait pas son signe de naissance. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble, c'est si on regardait le Soleil, seulement le Soleil, donc si on regardait votre signe de naissance, on pourrait comprendre la mission de l'âme que le Soleil avait au moment de la naissance, c'est-à-dire quel signe est-ce qu'il a traversé de son voyage des étoiles jusque sur la Terre et qu'est-ce qu'il nous demande. Qu'est-ce qu'on a à apprendre et à faire dans cette vie-ci pour être heureux, pour être bien. Et c'est sûr que le Soleil, c'est juste une planète sur 10, c'est juste un astre sur 10 dans une carte du ciel, mais c'est l'astre le plus important.
Alors, c'est certain que si quelqu'un dit « je veux comprendre ma mission de vie », j'aimerais savoir ce que je dois faire pour être heureux, pour évoluer, pour avancer. Dans un monde parfait, on fait toute la carte du ciel, toutes les planètes, mais en se préoccupant uniquement du soleil, on vient déjà de faire un bon bout de chemin, un grand, grand bout de chemin. Et c'est ce qu'on va aller regarder ensemble. On va donc aller regarder les 12 signes. La position donc du soleil dans les 12 signes de naissance et quels sont les buts évolutifs, la leçon de l'âme de chacun des 12 signes. Et dans vos notes de cours, vous avez non seulement l'illustration que vous voyez en avant pour ceux qui sont visuels, mais vous avez aussi les grandes lignes, l'essentiel donc de chacun des 12 signes en termes de ce que j'appelle l'intention donc du signe ici. Alors, les gens qui sont béliers, les gens dont le soleil était dans le signe du bélier, quelles sont leurs intentions évolutives? Pourquoi est-ce que l'âme s'incarne? L'âme s'incarne sur Terre dans le signe du bélier pour apprendre l'affirmation de soi. On a tous des leçons à faire et si on acceptons aujourd'hui, peu importe vos croyances, mon but, ce n'est pas d'obliger personne là, à croire à la réincarnation. Suivez-moi uniquement, ne serait-ce qu'en métaphore. Okay? On va se comprendre dans ce sens-là, qu'on y croit ou non, ce n'est pas grave, mais c'est une belle métaphore, ça permet de bien, bien saisir ce que je vais dire. Alors, disons qu'on a plusieurs vies. Mais ça veut dire qu'à chaque vie, on ne va pas avoir les mêmes choses à apprendre. Il y a peut-être eu une autre vie où l'affirmation de soi, je l'ai appris. Peut-être que c'est déjà fait, peut-être que c'est déjà réglé pour mon âme. Mais si je nais bélier, c'est que ce n'est pas une leçon qui a été apprise dans le passé. C'est que c'est une leçon qui doit être appliquée, apprise et mise en œuvre sainement cette vie-ci. Alors, comprenez toujours dans le langage que je fais aujourd'hui, un petit peu dans cette image-là symbolique, on a eu plusieurs vies, il y a des choses qui ont été apprises, d'autres non, et dans notre signe de naissance, voilà la chose la plus importante qu'on doit apprendre, mettre en pratique et appliquer dans notre vie. Mais je pense que le mot magique que tu viens d'utiliser, c'est sainement. Oui, sainement, oui, absolument, on va s'en parler là, dans chacun des signes parce que. C'est ça. Parce que l'affirmation de soi, on peut l'appliquer bien, on peut l'appliquer mal. Je veux dire, si je m'affirme et j'écrase les autres autour, je ne suis pas certain que je suis dans l'application saine de l'affirmation de soi. Par contre, si j'ai peur de déranger, que j'ose jamais dire ce que je pense, que je suis presque un tapis sur lequel on s'essuie les pieds au quotidien, au bureau, dans la famille, etc., bien là, je ne le fais pas et je devrais l'apprendre, là. Je devrais apprendre à en faire. Alors, le bélier arrive avec ce mandat-là d'apprendre à s'affirmer, d'apprendre à être capable de dire « j'existe », il y a des choses que je veux faire, il y a des choses que je veux être, et il y a des choses qui m'appartiennent et c'est correct de les réclamer. Et en début de vie, le bélier va nécessairement aller trop loin dans ça. C'est pour ça que des fois, si vous lisez des choses un petit peu caricaturales sur l'astrologie, on va vous dire « Ah, les béliers bousculent les gens, les béliers sont égocentriques, etc. Ils veulent tout pour eux, c'est moi, moi, moi. » En fait, ça se peut qu'un bélier reflète ça, mais ça voudrait dire que c'est un bélier qui ne vit pas sa mission de l'âme correctement, qui n'est pas en train de vivre adéquatement. En début de vie, c'est normal parce qu'il faut apprendre. Il faut aller trop loin pour comprendre qu'on était trop loin. C'est la même chose avec un enfant qui met la main sur le poêle. Il se brûle une fois, il ne remet pas la main sur le poêle une deuxième fois. Dans un monde idéal, le bélier s'affirme. À un certain moment, il s'affirme un peu trop. Il se rend compte que là, il a blessé des gens, il a bousculé des gens, et il fait attention, il revient en arrière avec ça. Mais il doit l'apprendre, parce que le danger du bélier, ce serait de ne pas s'affirmer. Une autre chose aussi que le bélier doit apprendre, c'est mettre en œuvre, mettre en action. Lorsque l'on est bélier, on arrive dans un moment de notre vie où l'âme ne s'est pas assez réalisée dans l'ancienne vie. C'est-à-dire que peut-être dans une ancienne vie, on a fait des choses pour les autres. Peut-être on a permis à d'autres personnes de se réaliser, mais on n'a pas mis nos propres projets personnels en route.
Et là, on arrive dans cette vie-ci pour dire maintenant, j'ai le droit de choisir mes projets et de les mettre en route. Et les mettre en route, c'est un terme très, très, très important pour l'énergie du bélier parce que le bélier idéal va être dans l'action, dans la réalisation, dans quelque chose qui se fait, dans quelque chose qui bouge, dans quelque chose qui, en quelque part, se concrétise en des gestes réels. Et ça, c'est très important. S'il y a des béliers dans la salle qui sont capables de lister au moins 5 choses qu'ils voulaient faire dans leur vie et qui ne sont pas encore faites, danger, danger. Vous n'êtes pas actuellement aligné et synchronisé parfaitement sur votre mission de l'âme. Ça serait anormal pour un bélier, disons, de plus de 40 ans, d'avoir plus que 5 choses fondamentales auxquelles il tient et qui ne sont pas encore réalisées. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le bélier pense, mais n'agit pas. Et un bélier qui réussit sa mission de vie, c'est un bélier qui agit et réalise. Ce que le bélier doit apprendre, c'est que vaut parfois mieux pour lui réaliser imparfaitement que d'attendre le bon moment pour faire. Parce que la mission de vie du bélier, c'est de bouger, même si tout n'est pas parfait. Évidemment, en s'affirmant et en bougeant et en réalisant ce qui lui tient à cœur, le grand danger, c'est de bousculer. Tout à l'heure, on a parlé de, en quelque part, d'être un peu entré en choc avec les gens autour et bousculer les gens autour. Alors, il doit faire attention de ne pas se créer des ennemis et de ne pas créer des guerres partout où il passe. À la limite, j'aurais envie de dire que le bélier doit choisir ses guerres, les bonnes guerres, celles qu'il doit mener, mais il ne doit pas en créer pour rien. Ça, c'est quelque chose qu'il doit se méfier. C'est son trait qu'à la fin de la vie, lorsque l'âme remonte au ciel, on va juger est-ce que le bélier a agi, est-ce que le bélier a réalisé et est-ce qu'il s'est affirmé. Bon côté. On va aussi regarder si à l'intérieur de ça, est-ce qu'il a créé des guerres pour rien. Et s'il a créé des guerres pour rien, échec. Pas juste une, mais disons souvent, échec. Alors, au niveau du taureau, en spiritualité, on enseigne souvent une notion que la pauvreté est bonne et que la richesse est mauvaise. Ça, c'est judéo-chrétien. Oui, mais si vous courez les ateliers New Age en fin de semaine, vous n'aurez pas de difficulté à trouver ça non plus dans les conférenciers. Ici, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si vous êtes né taureau, si le soleil était dans le signe du taureau au moment de la naissance et que l'âme a traversé cette constellation, ce signe-là, vous avez probablement appliqué la leçon dans d'anciennes vies qu'il valait mieux développer le côté mystique que le côté matériel. C'est correct, parce qu'il y a plein de signes qui ont des missions très mystiques. On en verra plusieurs, là. Le poisson serait probablement le plus fort. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'âme a à apprendre une foule de choses dans ses vies et qu'elle n'a appris que la spiritualité, la mystique, la pauvreté, le don de soi, etc., bien, il arrive un moment où l'âme va devoir entrer dans une vie où elle va avoir à apprendre à gérer la richesse, la matérialité, la possession pour s'en servir bien, pour s'en servir adéquatement. Parce que si quelqu'un est pauvre pendant 150 vies de suite, mais il n'a pas vraiment appris comment utiliser l'argent ou les richesses correctement. Il n'a jamais appris à le faire. Il n'en a jamais eu. Là, je dis le mot argent, on est en 2017, évidemment, dans la société moderne, c'est ça, mais on parle de ressources, on parle de biens matériels, on parle d'une maison. Je veux dire, l'astrologie est très, très vieille. Si vous habitez
un village presque en plein milieu du désert, avec pas d'électricité, pas d'eau courante, pas grand-chose, peut-être que la richesse, l'argent, c'est peut-être d'avoir de la nourriture pour tout l'hiver. Hein? Ce n'est pas nécessairement toujours de l'argent papier, mais dans le monde moderne... Un chameau. Oui. Dans le monde moderne, on est à l'intérieur plus de l'argent. Alors, c'est pour ça que je mentionne ce mot-là. Mais, bref, vous avez dans vos notes cette idée que le taureau doit apprendre que la richesse et la stabilité sont de bonnes choses, qu'elles ne sont pas mauvaises, que c'est correct de vouloir avoir de quoi manger cet hiver, que c'est correct d'avoir besoin d'un toit sur ses épaules, que c'est correct de dire que si j'ai un compte en banque qui n'est pas dans le rouge, bien, je n'ai pas de stress à la fin du mois à savoir si je suis capable de payer mes comptes ou non. Est-ce que ça peut mal aller? Pour l'âme du taureau, certainement. L'âme du taureau pourrait confondre ne pas avoir un compte dans le rouge pour ne pas être stressé avec le besoin que le compte s'accumule toujours. J'ai écouté un documentaire cette semaine où il parlait de certaines grandes entreprises aux États-Unis qui ont licencié des milliers de personnes alors que les profits de l'entreprise étaient en hausse constante. On pourrait penser que c'est une énergie taureau mal canalisée. C'est correct pour une entreprise de faire un profit parce que s'il y a 2000 personnes qui travaillent, c'est 2000 personnes qui ont besoin d'un chèque de paye à la fin de la semaine. Et si l'entreprise cesse de faire des profits et qu'elle ferme, bien, c'est 2000 personnes au chômage et on ne veut pas ça. Mais d'un autre côté, quand l'accumulation devient un besoin tellement obsessif qu'on licencie quand même les gens pour faire plus d'argent alors qu'on faisait des profits, là, on tombe dans cette énergie-là qui est mal canalisée. Alors, qu'est-ce qu'on y comprend si on fait un parallèle personnel? Je vous dirais que si le soleil est dans le signe du taureau au moment de votre naissance, vous avez à apprendre qu'il y a un besoin d'accumuler un certain nombre de biens, un certain nombre de ressources pour se sentir en sécurité, pour se sentir bien, et c'est correct, même si les gens autour peuvent faire sentir coupable. Au contraire, ça fait partie du développement de l'âme d'apprendre à le faire sainement. Il va falloir apprendre donc à gagner ça. Et une leçon du taureau qui pourrait ressembler aussi au bélier, qui est très, très importante, c'est cette idée chez le taureau qu'il doit apprendre à concrétiser les choses. Le taureau a souvent besoin d'être capable de voir, sentir, toucher, palper que quelque chose est réel. Et il doit se respecter dans ce sens-là. J'ai écrit, par exemple, des livres. Moi, je n'ai pas vraiment le signe du taureau. Aucune de mes planètes sont dans le signe du taureau, dans ma carte du ciel. Mais je me souviens que je parlais avec un étudiant dont le soleil est en taureau, puis même d'autres planètes, et qui regardait mes livres et qui disait « Je trouve ça vraiment fantastique parce que si tu avais juste donné ton cours, mais qu'il n'y avait pas eu le livre, ça aurait été un gaspillage. » Pour lui, et c'est très taureau, cette idée-là. Pour lui, les connaissances et l'enseignement que je peux donner va prendre une valeur s'il y a un objet qu'il peut prendre dans sa main, puis qu'il peut toucher, qu'il peut déposer sur une table, puis qui va être encore là si je m'en vais. Et le taureau doit respecter ça, parce qu'il en a besoin. Tantôt, je disais, si vous êtes bélier et que vous avez 5 projets importants qui ne sont toujours pas réalisés, il faut corriger les choses. Bien, je vous dirais que si vous êtes taureau, vous pourriez presque appliquer la même réflexion en vous posant la question, est-ce que je suis capable de lister 5 choses que j'aurais voulu fabriquer, créer et concrétiser dans ma vie? Et si les 5, il n'y en a aucune qui sont sur une table et que vous pouvez soulever puis montrer, bien, vous devriez vous réaligner parce que le taureau a besoin d'arriver à concrétiser des choses. Au niveau du Gémeaux, le Gémeaux est dans une énergie, mais complètement différente de ce qu'on vient de parler. Dans le cas du Gémeaux, le fait d'enseigner le cours ou de donner la conférence est plus important que le livre qui est sur la table.
Parce que là où le taureau a un besoin de concrétiser quelque chose pour le toucher, pour lui donner une forme de valeur, le Gémeaux a besoin de sentir qu'il y a un intellect qui est en fonctionnement, qu'il y a un côté cérébral, qu'il y a une communication, qu'il y a des mots, qu'il y a une réflexion, tout ce qu'on appelle les processus cognitifs, là. Tout ce qui se passe dans la tête d'une personne, tout ce qu'une personne peut dire, raconter, entendre et apprendre, c'est ça qui est privilégié. Et là, le Gémeaux, à la différence du Taureau, lui, va être en quelque part dans une forme d'accumulation de connaissances plutôt que de concrétisation matérielle. Et encore une fois, il n'y a pas de bon signe ou de mauvais signe, parce qu'au fil des vies, on va faire tous les signes. Et c'est uniquement quand on aura réussi tous les signes que les portes du ciel dans les étoiles nous seront ouvertes à nouveau. Alors, il n'y a jamais, si vous tombez sur un astrologue qui vous fait une morale du style « les scorpions sont mauvais, les capricornes sont mauvais, mais les poissons sont bons », ben, je ne m'entends pas bien avec cet astrologue-là. Ça ne correspond pas à la philosophie originale de l'astrologie, qui était 12 signes, 12 leçons de vie, qu'on doit toutes réussir. Toutes ces leçons de vie-là doivent être réussies. Et lorsque parce que c'est un cercle, le zodiaque, lorsque vous partez du bélier, ça fait un rond et ça revient au poisson et le cercle se ferme. Et quand le cercle est réussi au complet, bien justement, on a fait le tour. On a fait le tour du cercle et là, c'est terminé. Alors, le Gémeaux, lui, est dans l'accumulation d'informations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez déjà entendu que le Gémeaux était tête en l'air et qu'il agissait des fois comme une poule pas de tête, c'est peut-être qu'il a réussi parfaitement sa mission de vie. Trop, c'est comme passé. Parce que si je vous mets sur la terre et que je vous dis que votre mandat, c'est de tout apprendre, imaginez que je suis le bon Dieu. On rêve pendant une seconde. Imaginez que je suis le bon Dieu, puis je vous envoie sur terre, puis juste avant de partir, là, juste avant de vous pousser sur l'épaule pour que vous descendiez en bas, je vous dis, votre mission, c'est de tout apprendre. Pensez-vous que vous avez le temps d'approfondir quelque chose? Non. C'était Michel Fugain qui chantait « Je n'aurai pas le temps », mais c'est clair, c'est très Gémeaux, cette idée que je n'aurai pas le temps. Alors, le Gémeaux doit faire preuve de curiosité. Il doit rencontrer le plus de gens différents possible, puis je dirais, pas juste des gens, mais rencontrer des livres, rencontrer des profs, rencontrer des situations, rencontrer des voyages, rencontrer des décors. Autrement dit, le Gémeaux doit rencontrer le plus de gens et de choses différentes possibles parce qu'il doit en apprendre le plus possible et c'est sûr que dans cette vie-ci, il va y avoir un compromis sur la profondeur pour le Gémeaux. Il y aura d'autres signes, comme par exemple le Sagittaire, dont on se parlera tout à l'heure, que lui, ça va être presque l'inverse. On va lui demander d'approfondir chacune des choses, mais dans le Gémeaux, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Alors, quand je reçois un client qui est Gémeaux, je vais souvent lui dire, on vous culpabilise depuis le début de votre vie parce que vous avez 3 livres en même temps sur votre table de nuit, il y en a que vous ne finissez pas, et vous êtes toujours en train de commencer quelque chose et pas le terminer. Et là, Dieu merci, vous réalisez votre mission de vie, mais vous avez à apprendre une chose. Premièrement, de l'opinion des autres, c'est leur opinion, puis tant pis. Là. Mais ce n'était pas là où je voulais aller. C'est que ce qu'ils doivent apprendre, par exemple, c'est être capable de sélectionner une ou 2 choses qui leur tiennent plus à cœur. J'avais une étudiante qui me disait « J'aime tellement, tellement le tarot. Ça me passionne, tu ne peux pas savoir comment. Ma peur, c'est que dans 3 mois, je vais l'abandonner. » Et je lui ai dit, si tu te permets de mettre ton cours de tarot comme ça, c'est un intouchable, mais que tout autour, tu vas chercher des trucs, des livres, que tu as le droit de commencer et de ne pas finir, ça va être correct. Tant que tu gardes un point central, là, c'était le cours de tarot, ça aurait pu être autre chose. C'est pas dans le sens que c'est le tarot, mais c'est dans le sens qu'elle, ça lui tenait à cœur. La leçon, c'est que si un Gémeaux est capable de prioriser au moins une chose, il va arriver
à se concentrer sur elle tout en se permettant une exploration curieuse autour et des fois qui ne se termine pas. Et il va être dans sa mission de vie à ce moment-là et il ne va pas gaspiller la seule chose à laquelle il tient. Je parle de choses, puis des fois, ça pourrait être des gens. Parce que les Gémeaux vont vouloir faire plein de rencontres pour en apprendre plusieurs, mais s'ils tombent un moment donné sur leur conjoint, leur conjointe, peut-être qu'ils pourraient dire, OK, pour cette seule et unique personne-là, je vais jurer fidélité. Je ne jure pas fidélité à personne d'autre. Les amis, les collègues, ça passe, ça peut changer, mais je vais choisir une personne dans ma vie à qui je tiens, puis elle, je vais lui consacrer. La gaffe que le Gémeaux fait, c'est quand il commence à croire qu'il doit jurer fidélité à tout le monde. Jurer fidélité pour le Gémeaux, c'est aller contre sa mission de vie. Qu'il trouve la personne à qui il jure fidélité et que le reste qui lui permette de passer, comme le beau temps et le mauvais temps. Alors, les gens dont le soleil était dans le signe du Cancer, voilà un exemple. Tantôt, je parlais il y a des signes qui sont peut-être un peu plus spirituels ou un peu plus tournés vers des leçons d'entraide et tout. Bien là, on en a un là. On a un exemple avec le Cancer. Une des premières choses que le Cancer doit apprendre à faire, c'est aider les autres. Par contre, prendre soin des autres. Des fois, le Cancer, on dit, c'est la mère cosmique. C'est la maman qui materne, homme ou femme. Et tout de suite, ça nous ouvre là, la porte vers le danger. Parce que toutes les mères dans la salle le savent. Materner, c'est bien, c'est noble. Et Dieu merci, il y a quelqu'un qui le fait, parce que sinon, je ne serais pas là, puis on ne serait pas là, personne. Mais le jour où la mère n'existe plus, qu'il n'y a que l'enfant qui existe, qu'elle s'est oubliée totalement, qu'elle n'est plus un individu à part entière parce qu'elle ne vit que pour aider ou pour materner, bien, il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer parce qu'il y a une personne humaine qui perd son identité. Alors, vous comprenez que dans le Cancer, il y a cette obligation-là d'apprendre à aider les gens, d'apprendre à en prendre soin, mais tout en gardant son identité, tout en restant une personne. Vous allez souvent retrouver des gens qui sont infirmiers, infirmières, psychothérapeutes, médecins, massothérapeutes, etc., qui vont être du signe du Cancer. Mon ostéopathe est du signe du Cancer. C'est tout à fait dans sa mission de vie de faire de l'ostéopathie. Puisqu'en quelque part, il materne, il prend soin, il aide quelqu'un. Par contre, il garde son nom, il garde son identité, il est même récompensé pour faire son métier. Il est reconnu pour faire son métier. Alors, le Cancer doit trouver dans sa vie quelle est la manière dont il ressent qu'il peut aider les autres, tout en conservant une identité propre à lui, se développer et être récompensé. Si le Cancer arrive à faire ça, il va être heureux, il va être content. C'est vraiment, vraiment l'élément le plus important. La chose dont le Cancer doit se méfier, c'est que son plan de l'âme inclut dans cette vie-ci de se préoccuper beaucoup, beaucoup de l'autre. Il y a 2 ou 3 signes là, qui vont dans cette direction-là. Je vous dirais que la Balance peut aller chercher aussi un petit peu cette direction-là, on s'en parlera. Le Poisson aussi peut aller chercher un petit peu cette direction-là, on va s'en parler. Lorsque vous avez un plan de l'âme qui doit apprendre à se préoccuper de l'autre, le danger, c'est toujours le sacrifice personnel. Parce que ça veut dire que dans d'anciennes vies, la personne a plus utilisé l'ego. La personne a plus utilisé le « je ». Elle l'a réalisé. Et là, elle arrive dans cette vie-ci pour apprendre un peu plus le partenariat, le fait d'agir avec d'autres. Mais si vous avez déjà fait des travaux en équipe, vous avez déjà fait un voyage en couple, en amis, vous savez très bien que si vous n'êtes pas capable de mettre un petit peu votre pied à terre, rapidement, le voyage peut vous échapper, puis vous faites le voyage du couple d'amis. Vous remettez le travail de l'autre et pas le vôtre. Et c'est là où le Cancer doit trouver sa place. Il doit être capable d'aider les gens, comme on disait,
mais il doit être capable de toujours ressentir qu'il existe et qu'il y a son mot à dire dans ça. S'il arrive à faire ça, il va être heureux, il va être bien, il ne va pas tomber dans les travers. Et quand l'âme va retourner au ciel, on va cocher « réussi » sur la mission de vie. Mais il y a un autre danger aussi par rapport à ça, c'est de la mainmise. Prendre soin, c'est bien, là, mais oui, dans quel sens la mainmise? C'est un crabe, hein, ça a des pinces. Oui, si tu veux vraiment là, tellement devenir important dans la vie de l'autre, que ce soit un conjoint, un enfant, que ça peut devenir étouffant. Ah oui, oui, ok, je comprends. Ça, c'est l'envers de la médaille oui, aussi. Là. Tout à fait. Bien, c'est sûr que materner, évidemment, c'est la nuance sur le maternage dont on parlait tout à l'heure. La mère qui materne, elle est nécessaire et grandiose, mais la mère qui est materne peut étouffer ses enfants. Ouais. Parce qu'à un certain moment, si l'enfant doit partir de chez lui, aller étudier, aller se marier, aller faire sa vie, puis que la mère empêche cet enfant-là de partir de la maison parce qu'elle ne veut pas le perdre, bien là, elle tombe dans le rôle de la mère étouffante et castrante plutôt que la mère qui aide. Et encore une fois, oui, c'est une image qu'on peut garder pour le cancer, pas juste par rapport vraiment avec la mère, mais dans... Et voilà, il ne faut pas qu'elle accapare, là, oui. Oh, oui, absolument, absolument. Au niveau du signe du lion, voilà, des fois mes étudiants me disent « Ah, j'aurais aimé ça, que ce soit ça mon plan de l'âme dans cette vie-ci. » Le lion, des fois, c'est un signe que les gens vont envier. Parce que, bon, si vous lisez sur le lion, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire, le lion, il est quelqu'un qui rayonne, il est quelqu'un qui s'exprime, il est quelqu'un qui a du plaisir. Quand on regarde, il y a comme une notion plaisante, amusante et festive dans le lion. Et c'est vrai, là, je ne suis pas ici pour vous dire que c'est le contraire, mais il faut faire attention à une chose. C'est que la raison pour laquelle le lion rayonne, la raison pour laquelle le lion s'exprime et que le lion peut être le centre de l'attention, c'est que lorsqu'on entre dans l'astrologie de l'âme, ce qu'on se rend compte, c'est que dans d'anciennes vies, le lion, en fait, a été beaucoup, beaucoup mis de côté. Le lion a été beaucoup effacé. Le lion a été extrêmement timide dans d'autres vies. Et il arrive dans cette vie-ci avec la mission d'apprendre le rayonnement, d'apprendre à être le centre de l'attention. Il arrive dans cette vie-ci avec le mandat d'être capable d'être créatif, d'être capable de faire quelque chose qui vient de son expression personnelle et d'avoir un public autour de lui qui vont applaudir, aimer, apprécier ce qu'il fait. Et c'est vrai que sur le coup, ça a l'air de quelque chose qui est intéressant, mais c'est un couteau à double tranchant et le tranchant, il est vif. Parce que, imaginez un instant que je sois lion. Ce n'est pas mon cas. Imaginez un instant que je sois lion. Je suis devant vous, quelque part en train de faire une conférence, je serais pas mal dans ma mission de vie. Je suis le centre de l'attention, je m'exprime, vous m'écoutez, mais j'ai besoin que vous m'aimiez. J'ai besoin que vous m'applaudissiez. Alors, il se passe quoi si ça n'applaudit pas? Si ça n'aime pas? Il se passe quoi si il y a 100 personnes dans la salle et qu'il y en a une qui a les deux bras croisés, pas content, puis qui dit « j'aime pas ça ». Très souvent, le lion va ne se concentrer que sur elle et il va devenir malheureux. Parce que le lion, de façon malsaine, pourrait entreprendre une espèce de chemin de vie où il doit plaire et être aimé de tout le monde. Et est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'on n'est jamais aimé de tout le monde? Ça n'arrive jamais. Mais si le lion confond sa mission de vie avec le besoin d'être aimé et applaudi et apprécié par tout le monde, il va passer une vie malheureuse à souffrir terriblement. Alors, quelle est la vraie mission
du lion. La vraie mission du lion, c'est d'être capable, premièrement, de s'exprimer et de rayonner sur quelque chose qui lui est vrai, sur quelque chose qui lui est personnel. Parce que si je donne des conférences et que je regarde la liste des conférences où il y a eu le plus de monde cette année au Québec dans les salles, peut-être que c'est des conférences sur l'économie, peut-être que c'est des conférences sur le management d'entreprise. Bien, je pourrais me dire, OK, bien, dans ce cas-là, je vais aller donner des conférences sur l'économie. Fait que comme ça va être plein, comme ça, il va y avoir 1000 personnes, 2000 personnes. Mais là, j'arrête d'être vrai avec moi, parce que l'économie, ça ne me dit rien. Alors, la première leçon que le lion doit comprendre, c'est que premièrement, il doit rayonner à quelque chose qui est vrai pour lui. Si c'est le tarot, si c'est l'astrologie, ça sera le tarot et l'astrologie, même si c'est moins populaire que l'économie. Mais rayonner sur quelque chose qui est vrai. Première grande leçon. Et la deuxième grande leçon, apprendre à délaisser le public qui n'applaudit pas. Si le lion, par exemple, dans sa famille, il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'il fait et qui passent sa vie à attendre que sa famille applaudisse, il va être malheureux. Si le lion se rend compte que ses amis aiment ce qu'il fait et sa famille n'aime pas ce qu'il fait, bien, il doit apprendre à focaliser sur les amis. Il doit apprendre à dire la famille, c'est leur choix. C'est leur droit. Ils ont le droit de ne pas aimer, ils ont le droit de ne pas applaudir, mais moi, j'y vais plus. Autrement dit, si vous êtes une rock star, habituellement, les gens qui viennent vous voir en spectacle sont vos fans, sont les gens qui vous aiment. Imaginez si une rockstar essayait d'aller donner un spectacle à des gens qui détestent sa musique. Comment ça serait déprimant, comment ça n'aurait pas de sens. Mais le lion doit apprendre à faire de sa vie une scène où il s'arrange pour pacter la salle avec des gens qui aiment ce qu'il fait. Alors, si le lion collectionne les gens qu'il déteste, ça va très mal aller. Si le lion apprend progressivement à collectionner les gens qui aiment ce qu'il fait, le lion sera à ce moment-là très heureux et il va apprendre une leçon que parce que dans d'autres vies, il a été extrêmement tourné vers les autres, sans penser du tout à lui, il va apprendre de façon saine qu'il a le droit de rayonner et de briller et d'être le centre de l'attention sans tomber dans les travers de la star qui écrase les autres, parce que ça pourrait être un échec, ça, non? Je veux dire, se penser plus important que les autres, écraser les autres, je vaux plus que les autres, ça peut malheureusement être des défauts du lion quand il va trop loin. Alors évidemment, sans faire ça, il va apprendre à rayonner. Et à ce moment-là, encore une fois, quand l'âme va retourner aux étoiles, on pourra dire mission de vie réussie. Et là, ce côté-là aura été fait, puis on passe à un autre signe, vers le cercle le plus complet. On va faire, on m'avait dit qu'on faisait une pause à 11 heures. Alors, on va faire la Vierge. On va faire notre pause. Ça va être parfait. On va avoir fait la moitié du chemin. On est pas mal dans le temps. Et donc, je fais la Vierge avec vous, puis après ça, on prend la pause. Vous avez peut-être remarqué depuis le début que souvent, quand je passe d'un signe à un autre, il y a de gros changements. Quand on parlait du taureau qui voulait des choses concrètes, après on passait dans le gémeaux, puis lui, il était complètement cérébral. Là, on était dans le cancer, puis je vous disais, c'est apprendre à materner les autres, puis à donner de l'importance aux autres. Puis j'arrive dans le lion, puis je dis, là, il faut apprendre à se donner de l'importance à soi. C'est pas pour rien, hein? C'est pas anodin, cette idée-là. C'est que si, éventuellement, vous lisez tout le document d'un coup, ou vous réécoutez la conférence, vous allez vous apercevoir qu'il y a cette espèce de cheminement dans le zodiaque, où est-ce qu'on apprend quelque chose dans un signe, puis dans l'autre, des fois, on apprend presque son contraire. Pas tout à fait son contraire, mais en tout cas quelque chose d'assez différent. Et parce que c'est le but de la vie. Si j'avais juste une chose à apprendre, juste une nuance, bien, ce serait toujours la même couleur, puis finalement, je n'aurais pas appris grand-chose d'autre que cette couleur-là. Alors oui, quand on passe d'un signe à un autre, c'est normal qu'il y ait ce changement-là. Ça veut dire que, hop, s'il y a une étape qui a été accomplie, elle a été comprise, elle a été assimilée, bien maintenant, on m'envoie un autre défi. On m'envoie une mission qui est différente et non pas toujours la même mission. Alors, quand on était dans le lion, on était dans le besoin de rayonner, dans le besoin d'être le centre de l'attention. Et il y a une chose que je ne vous avais pas dit pour le lion, puis je vais vous le dire parce que ça va nous permettre de mieux comprendre la Vierge, c'est que dans le lion, il y a l'importance dans la vie de s'amuser
sans trop s'en faire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si je dois être le centre de l'attention, mais que je dois être parfait, bien, je ne serai pas le centre de l'attention avant 40, 50, 60 ans. Parce que le temps que ma performance devienne tellement parfaite, il va être tard. Puis c'est un cercle vicieux, parce que si je ne peux pas me pratiquer parce que je ne suis pas parfait, bien, je ne deviens pas parfait. Fait que le lion, il doit apprendre à livrer des choses imparfaites. Si vous avez un enfant, vous lui achetez une guitare, puis vous voulez qu'en bon lion, il apprenne à en jouer puis à devenir la fameuse rockstar, bien, il va falloir qu'au début, qu'il joue des accords qui sonnent un peu faux. S'il n'est pas capable de jouer les accords un peu faux devant papa, maman puis la famille, bien, il ne va pas avancer. Alors, le lion doit apprendre à ne pas trop s'en faire. Mais dans la Vierge, on est un petit peu dans l'inverse. La Vierge est à la recherche de la perfection. La Vierge, elle est le signe, un des signes qui a peut-être la mission la plus difficile. C'est probablement un dossier qui arrive après un bon nombre de vies, mais une mission qui est magnifique, par exemple. Difficile, mais magnifique. La Vierge arrive avec une vue très spéciale. Quand elle regarde les choses, les gens et elle-même, dans un miroir, elle est capable de voir ce qui manque. Elle est capable de voir ce qui cloche. Elle est capable de voir le défaut. Alors là, personne n'a l'air enthousiaste. Tout le monde souriait plus avec la rockstar du lion. Mais qu'est-ce que c'est que cette vue-là, très spéciale, qui me permet que lorsque je regarde une personne ou moi-même, de voir les défauts? Je sais que ça peut être utilisé de façon très négative, très pessimiste, au sens où ça veut dire que quand je me regarde dans le miroir, je ne vaux rien. Puis quand je regarde la vie autour de moi, la vie ne vaut rien, parce que je vois juste les défauts. Mais ce n'est pas comme ça que l'astrologie à Babylone et en Égypte ancienne le voyait. C'est une distorsion, je trouve, au fil du temps qui est arrivée à la Vierge. Parce que les Babyloniens la voyaient comme si elle voit les défauts, elle va pouvoir les corriger. Pour un thérapeute, c'est parfait. Oui, pour plein de gens, mais en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui est en développement personnel, dès qu'il y a quelqu'un qui est dans une forme de développement personnel, l'avantage incroyable de la Vierge, c'est que si elle peut voir les défauts et ne pas s'arrêter là, et là, c'est l'élément le plus important pour la réussite de la mission de vie de la Vierge. Ne pas s'arrêter là, voir le défaut et se dire, OK, maintenant que j'ai vu le défaut chez moi, chez un autre ou dans une situation, qu'est-ce qu'on peut faire pour le corriger? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie autour de moi? Si la Vierge entre dans ça, elle est dans le développement personnel. Elle est vraiment dans ce qu'on appelle la croissance ou le développement personnel, l'entraide et la relation d'amélioration personnelle et de perfectionnement. J'avais déjà entendu un astrologue qui racontait qu'il avait jasé avec deux musiciens. Un qui était plus dans le signe du lion et l'autre qui était plus dans le signe de la Vierge. Les deux musiciens étaient de grands musiciens là, qui ont accompli plein de choses, gagné des prix, qui sont vraiment des tops à leur niveau là, en haut. Mais il racontait que celui qui était dans le signe de la Vierge lui disait que souvent après un concert, quand il rentrait à la chambre d'hôtel, les autres allaient faire la fête. Et lui, après 50 ans de carrière, il rentrait dans sa chambre d'hôtel parce qu'il y avait quelques notes qui n'avaient pas joué à son goût, qui auraient pu jouer mieux. Il rentrait à sa chambre d'hôtel puis il faisait un 30 minutes pour repratiquer ces notes-là parce qu'il savait que le concert de demain, cette fois-ci, il allait le réussir parfaitement. Et l'astrologue qui racontait cette anecdote-là disait « Je ne peux pas le jurer, mais mon feeling, c'est que dans 50 ou 100 ans, ça sera ce musicien-là qu'on va se souvenir et pas le premier qui rentrait faire la fête après. » Pourquoi? Parce que celui qui, même après 50 ans de carrière, corrige les tout petits détails, devient un maître comme en peinture, vous avez Michel-Ange, Léonard de Vinci, Monet, etc. Ce sont des gens qui ont finalement tellement atteint un niveau grandiose que même des siècles et des siècles après, leur œuvre continue d'exister. Et
en quelque part, en le ramenant à notre niveau, à notre vie, à notre façon, notre mission, quand notre soleil était en Vierge au moment de la naissance, elle est autour de ça. Elle est dans la capacité d'identifier quels sont nos talents, quelles sont nos forces et comment est-ce que ces talents-là et ces forces-là peuvent être développés pour devenir meilleurs, pour devenir plus performantes, pour devenir plus puissantes et pouvoir les mettre au service des autres. Parce que s'il y a un autre grand thème dans la Vierge, c'est, si je suis en développement personnel, évidemment, il y a cette notion de « est-ce que je suis utile aux gens qui sont autour de moi? » Alors, c'est sûr, on parlait tout à l'heure thérapeute, bien, c'est sûr que quelqu'un qui est dans la Vierge et qui dit « j'ai un certain don, une certaine capacité pour la thérapie, pour aider les gens, et qui commence par faire la thérapie pour soi, parce que la première étape de la Vierge, c'est se perfectionner puis se corriger elle-même. Puis dans un deuxième temps, qui perfectionne ses dons de thérapie, ses dons de relation d'aide, bien éventuellement, elle arrive un moment où elle se dit « OK, je suis devenue bonne à ce que je fais et j'aide les gens. J'ai un impact positif sur les gens. » J'ai une personne qui est une coach d'écriture, plein de planètes dans la Vierge. Ça, c'est la personne dont vous n'entendez jamais parler. La plupart du temps, les auteurs n'oseront pas vous dire ça. Sachez que tous les auteurs qui ont leur nom sur un livre, il y a quelqu'un en arrière, puis le nom n'est pas sur le livre. Cette personne-là a révisé toutes les pages, puis elle a dit « ça, c'est pas écrit correctement. Ça se dit pas. Ça, c'est un anglicisme. » Alors, c'est fou parce que le livre n'a pas le nom de la personne. C'est pas comme ça que ça marche dans le milieu de l'édition. Mais il y a quelqu'un qui rend vos auteurs, tous les auteurs que vous lisez, qui les rend meilleurs. Je peux même vous dire en jasant avec des éditeurs, parce que là, tu sais, je suis un petit peu dans le milieu, en jasant avec des éditeurs, qu'il y a des auteurs très connus qui vendent des centaines de milliers d'exemplaires et dont les livres sont parfois réécrits à 20 ou 30 %. Et on n'entend jamais parler du nom de cette personne-là parce que le nom n'est pas imprimé sur la couverture. Mais cette personne, donc qui est ma coach d'écriture, moi je peux bien vous le nommer, j'ai aucun problème avec ça, s'appelle Sylvie Saint-Laurent. Alors Sylvie, quand elle fait ça, elle a un talent, elle a elle-même écrit des romans, elle a gagné des prix, elle a enseigné l'écriture, elle a enseigné le français, etc. Donc, tout au fil de sa vie, elle a développé son talent d'écriture. Et aujourd'hui, elle sent qu'elle le met au service. Elle est coach. Alors, en quelque part, elle s'est développée assez pour pouvoir faire du coaching d'écriture. Et maintenant, il y a plein d'auteurs qui la remercient à la fin de l'année parce que leurs livres ont pu paraître et il y avait de l'allure. C'est un exemple là, d'une énergie de la Vierge. On a parlé de thérapeute, j'ai donné l'exemple de Michel-Ange. Oui, je sais qu'on ne va pas tous être Michel-Ange là, dans une vie, mais on a tous quand on est dans la Vierge, c'est sûr que le bon Dieu nous a mis un talent. Okay? Ça ne se peut pas, il ne joue pas un tour comme ça. Il ne nous envoie pas avec le signe de la Vierge sans nous donner un talent, parce que son but, c'est qu'on le perfectionne. Fait que si on est sous le signe de la Vierge, on a reçu un talent et on doit le perfectionner pour pouvoir l'offrir aux autres. La dernière chose que je dirais avant qu'on prenne la pause, c'est que le travail, ce qui pourrait faire qu'à la fin de la vie, on n'est pas réussi, on ne coche pas réussi, il est double. Le premier, c'est tout simplement de ne pas avoir fait ce que je viens de dire. C'est juste de ne pas s'être perfectionné, de ne pas avoir été au bout de son talent. Procrastiner. Oui, procrastiner. Et le deuxième travers qui est possible, ça serait d'être tombé du côté où est-ce qu'on est devenu trop critique et que Sylvie, là, qui fait la correction de mes livres, si elle me démolit semaine après semaine, puis qu'elle finit par m'envoyer un courriel pour me dire « Écoute, Sébastien, ça ne vaut rien, jette ça, ce livre-là, on ne va pas le publier. » Bien, finalement, elle devient quelqu'un qui tue le projet plutôt que de l'améliorer, plutôt que de le rendre à terme. Alors, c'est ça que la Vierge, par exemple, doit faire attention, soit pour les autres, mais aussi souvent pour elle-même, de finir par se regarder dans le miroir, puis de dire « Je ne serai jamais assez bon, je ne vaudrai jamais assez quelque chose, donc au final, je ne le fais pas ou je ne fais rien parce que je ne le mérite pas. » Ça, c'est une gaffe que la Vierge, des fois, va commettre et qu'elle ne doit pas commettre.
On était rendu à la balance. J'avais ouvert une porte tout à l'heure avec la balance en disant que ça faisait partie des signes qui étaient dans un lot où la relation à l'autre est importante. Il y a clairement des signes qui doivent apprendre à fonctionner seuls le plus possible. Le Bélier, on en a parlé, on se parlera dans quelques minutes du Capricorne, qui doit aussi beaucoup apprendre à fonctionner en solitaire. Mais il y a des signes qui ont énormément fonctionné en solitaire dans d'anciennes vies et qui arrivent à un moment où là, ils doivent apprendre à travailler en équipe. Et la balance en fait partie. Le simple dessin qui représente le symbole de la balance est parlant. Parce que sur une balance, il y a deux plateaux. Je ne peux pas avoir une balance avec un seul plateau. Et quand j'utilise cette balance à l'ancienne, si je veux peser ce qui est à gauche, je dois mettre quelque chose à droite pour pouvoir l'équilibrer puis savoir combien ça pèse. Et cette analogie vous montre vraiment, vraiment l'essence de la mission de vie de la balance, qui est, en quelque part, avant de prendre une décision, une direction ou une réalisation de quelque chose, elle doit être capable d'aller chercher le point de vue de d'autres personnes. Quel est le piège potentiel à ce qu'on est en train de dire? C'est simple. C'est que si je me fie juste à l'autre, si je veux peser de l'or, puis que je mets 1 kilo d'or à gauche, puis 1 kilo de plomb à droite, mais que je me préoccupe que du kilo de plomb, mais je n'ai jamais l'or, parce que je pense toujours au plomb. Alors, c'est un petit peu la même chose. Le plomb et l'or, ici, dans la balance, visent à s'équilibrer, mais les deux doivent être là. Alors, si je suis dans le chemin de vie balance, et que je dois apprendre à aller chercher les points de vue des autres et les opinions des autres et les balancer avec les miennes, puis les harmoniser avec les miennes, j'arrive, par exemple, en bout de ligne, où je dois arriver à prendre une décision qui va être la mienne au final. Finalement, une balance réussie, c'est quelqu'un qui consulte, mais qui, à la fin, est capable de décider. Et la problématique qui peut faire qu'une âme balance pourrait avoir un échec à la fin de la vie, c'est habituellement pas la consultation. Habituellement, ça, elle le fait beaucoup. C'est la dernière étape, la capacité de prendre la décision à la fin qui est la sienne. Parce que finalement, la balance s'enrichit du point de vue des autres, mais elle doit être capable d'être elle-même et d'être vraie en bout de ligne pour prendre une décision. L'autre chose aussi qui est très, très importante qu'il faut voir pour la balance dans sa mission de vie, c'est que le bon Dieu lui a joué un petit truc. Le bon Dieu lui a dit, dans cette vie-ci, je veux que tu te préoccupes de l'autre. Alors, je vais faire une chose, je vais t'empêcher de réussir ta vie si tu ne trouves pas les bonnes personnes pour t'accompagner. Je vais t'empêcher de réussir ta vie si tu n'es pas capable d'aller chercher l'information et les talents nécessaires à l'extérieur de toi. C'est un truc parce que ça va m'obliger à me préoccuper des autres. Il me manque un morceau. Fait que s'il me manque un morceau, je n'ai pas le choix de cogner à une porte pour aller chercher le morceau. Et pour les amateurs de musique, sachez que si vous commencez à faire les cartes du ciel des Beatles, vous allez voir que le signe de la balance est omniprésent. Et ça arrive très, très souvent, au sens où qu'est-ce qui arrive avec les Beatles? Si Paul McCartney fait de la musique seul, il est bon. Quand John Lennon faisait de la musique seul, il était bon, etc. Mais quand est-ce qu'ils ont fait des chefs-d'œuvre? Quand est-ce qu'ils ont atteint l'apothéose? Quand ils étaient ensemble. Et c'est l'image de la balance. Un peu comme si le bon Dieu avait dit à tous ces gens-là, vous pouvez faire un bon bout de chemin dans votre vie, mais si vous voulez atteindre le sommet, il va falloir que vous trouviez les bons partenaires pour y arriver. Et ça, c'est un truc que la balance doit se souvenir parce que la balance doit chercher ces bons partenaires-là pour réussir sa vie. On change depuis tout à l'heure là, d'un signe à l'autre avec des grosses différences. On passe de la balance au scorpion. Et je viens de mentionner que la balance doit aller chercher des partenaires.
pour l'aider. Par définition, si je dois aller chercher des partenaires pour m'aider, je vais avoir besoin d'une certaine diplomatie. Pensez-y, je reviens aux Beatles. Ils ont fait quoi? 6 ou 7 ans avant que commencent à arriver vraiment les dissensions, les querelles, les problématiques. Si vous mettez 4 ou 5 personnes ensemble dans une pièce pendant 6 mois, c'est sûr qu'il finit par avoir des étincelles. On est tous humains. Mais la balance doit apprendre à les gommer le plus possible. Parce qu'elle doit rester avec le même groupe pendant plusieurs années. Alors imaginez si c'est difficile de rester pendant 6 mois, imaginez comment c'est difficile de rester pendant 60 ans, par exemple, avec des gens. Alors la balance a un côté très diplomate. Et quand on arrive dans le Scorpion, on lui demande presque le contraire. On dit presque au Scorpion qu'il doit apprendre à ne pas être diplomate. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le Scorpion est un des signes qui a une mauvaise réputation et qui est en quelque part fausse ou mal comprise. C'est parce qu'on comprend mal la mission de vie du Scorpion. Mais c'est sûr que quand on vit en société où la politesse est de mise, où la diplomatie est de mise pour faire en sorte que les choses fonctionnent bien, si on tombe sur quelqu'un qui n'est pas diplomate, bien, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui va être un peu mis de côté et qu'on va moins aimer. Mais le manque de diplomatie du Scorpion n'est pas nécessairement un défaut, c'est une demande divine, parce qu'il y a une raison derrière ça. C'est que, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que la Vierge était née avec des yeux, avec un regard particulier, elle était capable de voir les défauts dans toute chose. Bien, le Scorpion aussi il est né avec un regard extrêmement spécial. Il est capable de voir ce qui est vrai. Il est capable de voir la vérité dans ce qu'il regarde. On a quelques participants. Alors, qu'est-ce qui arrive si avec mes yeux, si je vois la vérité en face? Ça veut dire que quand j'ai un rendez-vous avec mon ami qui a vécu 3 mariages consécutifs horribles, parce qu'elle rencontrait toujours exactement le même homme, agressif et à la limite presque violent. Là. Et que là, elle me présente son nouvel ami. Pour me dire, hey, je viens de le rencontrer, on s'aime, c'est extraordinaire. Et que moi, je suis Scorpion. Puis avec mon regard spécial, je vois la vérité. Fait que moi, je ne vois pas que ça va marcher. Moi, je vois que son nouveau chum, son nouveau conjoint, c'est exactement le même que les 3 précédents. Bien, si je suis Scorpion, c'est dans ma mission de vie de le dire à mon ami. C'est dans ma mission de vie de lui dire, écoute, le gars que tu me présentes, c'est exactement le même. Dans 6 mois, ça va être exactement les mêmes problèmes. Alors, vous pensez qu'il va arriver quoi? Qu'elle va se lever pour m'embrasser, pour me dire « Ah, merci, tu viens de m'éviter 6 mois de douleur, comme tu es sage. » Non, on aimerait que ça soit comme ça. Ça serait bien si c'était comme ça, mais c'est pas ça qui arrive. C'est que je deviens le punching bag. Je deviens la personne qui lui a dit ce qu'elle ne voulait pas. Ce qu'elle ne voulait pas entendre ce jour-là. Et le Scorpion a ce regard-là et il doit le vivre parce qu'il a vécu plein d'anciennes vies où il a été diplomate, où il a été en quelque part en gommant, en tournant un petit peu les coins ronds pour maintenir le social et les relations. Et là, il arrive dans cette vie-ci pour apprendre à dire sa vérité. Et il doit apprendre à la dire pour les autres. Faites attention, il y a un travers du Scorpion auquel il doit faire attention, là. Apprendre à le dire pour les autres, pour ma fameuse amie, c'est important. Apprendre à le dire pour moi-même aussi. Me regarder dans le miroir puis voir aussi la vérité, là. Parce que c'est sûr que si c'est juste pour les autres, ça c'est facile. Facile de voir la vérité. Qu'est-ce qu'on dit avant d'enlever le brin de paille dans mon œil, enlève la poutre qui est dans le tien. C'est une belle leçon pour le Scorpion parce qu'il doit apprendre à faire les deux. Mais n'empêche que un Scorpion réussi, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il voit la vérité chez les gens, chez les autres et chez lui, qu'il le dit, qu'il l'assume et qui travaille à le corriger
qui travaille à le purger. Je veux dire, si c'est un poison qu'il voit, bien, il va travailler à le guérir, à le purger. On dit souvent que le scorpion, c'est un chaman, c'est une espèce de psychologue des profondeurs. Et honnêtement, si je consulte un thérapeute sur du long terme pour une thérapie là, où est-ce qu'on va entrer là, vraiment dans l'intimité là, de ce que je partage, j'aimerais bien que le scorpion soit fort dans sa carte du ciel parce que je me dis qu'il ne va pas me laisser me sauver. Parce que quand on commence à aborder des sujets difficiles, on cherche à se sauver, tu sais, pour les éviter un petit peu, pour que ça fasse moins mal. Puis je me dis, le thérapeute qui est dans le scorpion, il ne va pas me laisser faire. Il va le voir, puis il va me ramener. Alors, c'est dans ce sens-là, mais c'est une mission de vie qui, lorsqu'elle est appliquée pour soi et pour les autres, est un des dossiers plus difficiles, je dirais, dans la liste des zodiaques, là, dans la liste de toutes les vies qu'on va vivre. C'est certainement un des dossiers les plus intenses. Parce que ça veut dire qu'on va avoir un nombre restreint d'amis proches. Il va falloir vraiment aller chercher des gens qui sont prêts à accepter cette vérité-là. Et pour soi, quand on se regarde dans le miroir, c'est une vie exigeante. Parce qu'on est toujours en transformation, on est toujours en évolution, on est toujours en correction. À chaque fois, on regarde les choses, on se dit « Ah, ça a changé, ça a changé, ça a transformé. » Donc, il y a une certaine sévérité. Le scorpion et la Vierge, des fois, viennent se chercher d'ailleurs dans cette notion-là, de la sévérité de vouloir corriger. Mais si vous êtes né scorpion, c'est que vous êtes rendu là. C'est que les anciens dossiers et les anciennes missions, vous les avez réussis. Et là, c'est la mission qui est disponible maintenant. Voyez-la comme si vous étiez James Bond. Et il faut réussir cette mission. Mais, oui, mission impossible. Cette conférence s'autodétruira dans les 2 prochaines minutes. Le prochain signe, celui du Sagittaire. J'en avais parlé tout à l'heure, j'avais mentionné cette notion du Sagittaire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous en avais parlé quand j'ai parlé du Gémeaux. J'ai dit que le Gémeaux avait à collectionner un ensemble d'informations le plus possible, en apprendre le plus possible, et que nécessairement, si je veux en apprendre le plus possible, bien, je ne peux pas tout creuser, je ne peux pas tout approfondir, parce que ce n'est pas possible. Mais le Sagittaire, de son côté, a besoin d'approfondir des choses. Comme le Gémeaux, il a un besoin d'apprentissage. Comme le Gémeaux, il a un besoin de lecture, de nourrir l'esprit. Des fois, ça peut être au travers du voyage, au travers des cours, au travers des lectures, au travers des rencontres. Il y a différentes façons de nourrir l'esprit puis d'élargir ses horizons. Mais à la différence du Gémeaux, il doit trouver dans ses lectures, dans ses rencontres et dans ses voyages, il doit trouver les 2 ou 3 éléments qui lui parlent le plus et des fois passer toute une vie sur ça. Je parle d'expérience personnelle, pas nécessairement dans le sens que le Sagittaire est mon signe, mais des fois je pense, quand j'avais 13 ans, mon père m'a donné son jeu de tarot. Puis là, j'ai commencé à regarder les cartes. Ça me donne le vertige, parce que là, j'arrive à 40. Ça veut dire que ça fait presque 30. Ça fait 27 ans qu'on m'a mis cet objet-là dans les mains. Il y a quelques semaines, j'apprenais des choses que je n'avais jamais lues et appris auparavant sur le tarot. Après 27 ans. Ça fait 27 ans que je prends des cours, que je fais des lectures, que je fais des recherches, puis j'ai encore appris quelque chose que je ne savais pas après 27 ans. C'est ça le Sagittaire, c'est ça le vertige du Sagittaire. C'est qu'en quelque part, si je choisis 2 ou 3 trucs dans ma vie qui me plaisent et que j'ai besoin d'approfondir, je sais que je vais passer une vie à ça et qu'à la fin, je vais avoir l'impression que je n'ai rien compris. Je ne sais plus quel grand scientifique, je pensais à Einstein, je me trompe peut-être, mais je sais qu'il y a un grand scientifique qui avait dit « J'arrive à la fin de ma vie et j'ai l'impression d'avoir rien compris. J'aurais besoin d'encore 1 vie, 2 vies, 3 vies pour vraiment aller au bout de mes recherches et de ce que j'apprends. » Et ça, c'est vraiment, vraiment le Sagittaire.
Du coup, élargir ses horizons, très important. S'abreuver au travers des voyages, des découvertes et des lectures, très important aussi. Mais j'aurais envie de dire des choses qu'on lit peut-être pas souvent dans le Sagittaire, mais que moi, ça me paraît très important, c'est de choisir les gouffres dans lesquels on va s'engouffrer. Parce que le tarot peut être un gouffre dans lequel on va mettre toute sa vie. L'astrologie peut être un gouffre dans lequel on va entrer pour toute sa vie. Les mathématiques pourraient l'être, la mécanique pourrait l'être, la menuiserie pourrait l'être. Tu sais, tout est ouvert. Mais l'idée, c'est qu'il y a des gouffres dans lesquels on va entrer pour toute la vie. Choisissez-les comme il faut. Entrez pas dans un gouffre qui n'est pas le vôtre. Parce que vous ne pouvez pas consacrer 40 ans de votre vie à quelque chose qui vous parlait plus ou moins. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un client qui était Sagittaire, qui est devenu un top dans son métier. Il avait repris l'entreprise familiale et il a voulu devenir bon au niveau de la comptabilité, de la gestion, du marketing, etc. Il a passé sa vie à ça. Il vient me voir, il approchait les 62-63 ans, il se préparait pour sa retraite et il me dit, là, je vais faire ce que j'aime. Ça fait 40 ans que je fais quelque chose que je déteste, mais je voulais devenir bon, puis je voulais tout comprendre du marketing, puis de l'économie, puis de la gestion. Fait que j'ai passé 40 ans à faire ça, puis en bon Sagittaire, il était au bout, il l'a creusé, il l'a approfondi, il l'a philosophé. Il avait même écrit des articles sur le management qui avaient été publiés dans des revues professionnelles, mais lui, il n'était pas heureux dans ça. Alors, les gouffres qui sont dans lesquels vous pouvez entrer, choisissez-les pour qu'ils soient vrais. C'est ça la chose la plus importante. Et la dernière chose que je dirais pour le Sagittaire, comme le Sagittaire a tendance à chercher le sens de la vie, le sens de sa vie, la gaffe qui pourrait faire que rendu au ciel, retourner aux étoiles, qu'on coche échec, c'est s'il a commencé à croire qu'il possédait la vérité. Parce que si je recherche le sens de la vie et le sens de ma vie et qu'à un moment donné, j'ai le sentiment de l'avoir trouvé. Par exemple, disons que j'ai le sentiment de l'avoir trouvé, le sens de ma vie, puis de la vie avec le tarot et l'astrologie. Je serais assez d'accord avec ça. Je base beaucoup ma vie sur ces deux outils-là. Puis moi, je juge que dans une vie, c'est hyper important de les prendre. Mais si je rencontre quelqu'un qui n'utilise pas le tarot et l'astrologie et que je commence à agir presque comme un terroriste avec lui, pour lui dire « Ah, mon Dieu, mais comme tu es imbécile à ne pas prendre le tarot et l'astrologie, et comme tu as tort et j'ai raison, alors mon point de vue est le bon, je suis le seul dans la salle dont le point de vue est le bon, et je vais te forcer à épouser ce point de vue-là. » Mais le Sagittaire est un terroriste, peut être un terroriste de tous les niveaux, au sens où des fois, il confond le sens de la vie qu'il a trouvé pour lui avec le sens de la vie que tout le monde devrait avoir. Ça, c'est une gaffe, par exemple, que le Sagittaire ne doit pas faire, apprendre que le sens qu'il a trouvé, c'était pour sa vie, pas nécessairement celle des autres. S'il y a des gens qui ont envie d'en entendre parler, tant mieux, mais il n'y a pas à forcer son point de vue à personne. Le Capricorne. Dans le Capricorne, il va y avoir une ressemblance avec le Sagittaire. Je vais tout de suite aller vers cette analogie-là. Dans le Sagittaire, j'ai dit qu'il y avait des gouffres dans lesquels on pouvait se perdre et que donc il fallait choisir les bons parce qu'on allait y passer une vie. Mais il y a quelque chose de semblable dans le Capricorne parce que, voyez-vous, le Capricorne, on l'associe très, très souvent à la chèvre des montagnes. C'est une partie du dessin, là, du symbole, cette chèvre des montagnes. Et je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez l'histoire, mais la chèvre des montagnes est un animal qui est extrêmement particulier parce que pour aller manger, elle doit monter à une certaine hauteur dans la montagne et c'est très escarpé, très difficile de grimper et elle ne va pas le faire en une journée, là. Son périple peut prendre des mois. Alors, elle sait qu'à un certain endroit, il y a de la nourriture. Et ça, c'est son objectif. Et ça se pourrait qu'elle grimpe pendant 3 mois pour atteindre son objectif et là, qu'elle puisse manger adéquatement avant de repartir.
Et cette métaphore-là, elle est très, très parlante pour les Capricornes, parce que les Capricornes ont comme mission de vie de se fixer des objectifs qui sont ambitieux et qui ne sont pas toujours faciles à réaliser, mais que lorsqu'ils les atteignent, ils sont comme la chèvre qui vient enfin, qui va pouvoir manger pour vrai pour la première fois depuis 3 mois. Là, ils sont très, très contents et très nourris par cet objectif-là. Alors, avec le Sagittaire, j'ai parlé de gouffre dans lequel on entre. Avec le Capricorne, j'ai parlé de montagne qu'on est en train de gravir. Mais vous remarquez qu'il y a une certaine analogie, une certaine ressemblance au sens où dans les deux cas, vous avez un objectif ou un sujet pour lequel vous allez consacrer beaucoup de temps pour l'atteindre. Et la réussite va nécessiter des efforts, de la structure, de la discipline. Et si on est capable d'aller chercher cette structure et cette discipline et cet effort-là, on va atteindre l'objectif et en haut de la montagne, on va faire comme « Wow! » Respect de soi. Grand sentiment de respect de soi parce qu'on va avoir travaillé fort pour l'obtenir. L'exemple que je donne toujours, parce qu'il y a une chose aussi que j'ajouterais avant de donner l'exemple, c'est cette notion que la montée dans la montagne, là, elle n'est pas nécessairement drôle. C'est pas facile pour la chèvre de faire cette montée-là. Elle sait que le résultat est intéressant, mais pas la montée. Et le Capricorne doit apprendre à accepter la dureté pendant un certain temps pour obtenir ce qui va, son objectif. Et l'exemple que j'allais donner, j'en donne toujours 2, le piano. Quiconque a appris un instrument de musique, le piano par exemple, sait très bien que pendant des mois, même des fois je peux quasiment dire des années, on ne va pas jouer quelque chose d'extraordinaire et ça va être difficile, puis il va falloir pratiquer à tous les jours, puis il n'y a rien de plaisant dans les gammes. Il n'y a rien de plaisant d'en faire ces gammes. Mais quand ça fait 1 an et demi, et que là, tout d'un coup, pour la première fois, on met ses mains sur le piano, et il y a une vraie mélodie qui sort, et il y a quelque chose de majestueux dans le son, là, il y a une espèce de wow. Une espèce de wow, et ça, c'est ce que Capricorne doit apprendre à faire ses gammes pour obtenir le wow. L'autre exemple que j'aime bien utiliser, c'est une vraie expérience scientifique qui a été faite il y a 10 ou 20 ans avec des enfants des petits bonhommes de 5-6 ans, à qui on mettait un guimauve sur la table et on leur disait, là, on va sortir de la pièce et si tu ne manges pas le guimauve, quand on va revenir, tu vas en avoir 2. Mais si tu le manges, tu as juste lui. Parce que c'est ça la règle, c'est quand je reviens, il y en a 2 si tu n'as pas touché à ton guimauve. Il y a un certain pourcentage d'enfants qui attendent. Des fois, 1 heure, 1 heure et demie là, avant que la personne revienne, parce qu'ils comprennent qu'il y a une récompense de 2 guimauves et que ça vaut la peine d'attendre. Puis il y a des enfants qui mangent le guimauve, la personne n'est quasiment pas sortie de la pièce, ils l'ont déjà mangé. Là. Et le Capricorne, c'est celui qui attend. C'est celui qui attend parce qu'il veut les 2 guimauves et il trouve que ça en vaut la peine. Alors, quand l'âme Capricorne revient au ciel, ce qui va lui être demandé, c'est est-ce que tu as été capable de faire ça sainement? Est-ce que tu as pu attendre pour obtenir les 2 guimauves que tu voulais? Et la gaffe, je vais conclure sur ça, la gaffe du Capricorne serait soit de ne pas l'avoir fait et d'avoir mangé le guimauve tout de suite, donc de ne pas avoir atteint ses vrais objectifs et de s'être contenté d'une plus petite récompense, ou, un peu comme avec mon histoire du Sagittaire, de malheureusement être devenu trop sévère pour obtenir quelque chose qui n'était pas vraiment lui. La chèvre est en haut de la montagne, elle fait « Enfin, je suis au sommet », puis elle regarde juste à côté, puis elle dit « Ouais, sauf que c'était l'autre montagne que je voulais monter, c'était pas celle-là. » Alors, est-ce que j'ai monté la montagne d'entreprise familiale? Puis ça ne me parlait pas, mais je l'ai montée pareil. Bien là, au ciel, on va peut-être cocher échec. Parce qu'on veut qu'on ait grimpé la montagne avec ardeur et effort, mais il faut qu'on ait monté la vraie, la bonne, celle qui est la nôtre, autrement dit. Le Verseau, l'avant-dernier signe. Le Verseau,
J'ai déjà entendu un astrologue faire la blague que c'était le signe qui n'avait pas survécu au début de l'humanité. Je vais vous dire pourquoi, je trouve ça drôle. Ouais, l'astrologue le prend pour acquis, là, l'évolution darwinienne, etc. Puis là, tu sais, il se reporte au moment où on vit dans les cavernes. Okay? Et là, quand on vit dans les cavernes, quand on sort des cavernes, il y a des monstres, mais très dangereux. Des lions avec des longues dents, puis... comment l'humanité a fait pour survivre dans ces conditions-là? Ils se sont mis en groupe. Ils se sont mis en groupe parce que si on est 25 contre le lion avec les longues dents, on a plus de chances de gagner que si on est tout seul. Et la mission de vie du Verseau, c'est de ne pas faire partie du groupe. C'est de ne pas faire partie de la meute. C'est d'être capable de dire à la meute... ça ne me tente pas, moi, vos réunions, puis vos heures, puis les règlements, puis tout ça. Fait que je vais quitter la grotte, c'est correct, pas de problème, débrouillez-vous, je vais me débrouiller, je vais aller vivre tout seul dans l'autre grotte, à l'autre bout du village. Donc, l'astrologue disait à la blague, ils n'ont pas survécu à cette période-là parce que tout seul, ils se faisaient manger par les lions. Et c'est une anecdote, bon, c'est pour rire, mais en même temps, il y a quelque chose qui se cache en arrière de ça. Parce que ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si la mission du Verseau, c'est la liberté de parole, la liberté d'être et de faire ce que nous sommes vraiment, si c'est de ne pas suivre la meute. Il n'y en a plus de lions aujourd'hui, mais il y a un prix à payer pareil. Être différent de la meute, être différent de la norme. Je pense que je prêche à des gens qui sont déjà conquis dans la salle. Mais vous savez très bien que quand vous dites « je fais partie de l'Association des radiesthésistes du Québec » ou « je suis un sourcier » ou « je fais du tarot ou de l'astrologie », dans une foule, disons, comme ça, là, vous arrivez dans un lieu public, il y a pas mal de gens qui vous regardent avec un drôle d'air et qui partent rapidement, tout de suite en cataloguant quel hurluberlu, et ça c'est un mot poli, là, un flyé là, que je viens de donner. Mais on sait qu'il y a un jugement et il y a une certaine mise de côté dans le domaine. Mais en quelque part, le Verseau, encore plus que tous les autres signes, s'il aime le tarot, s'il aime la radiesthésie, ben il doit le vivre. Il doit le vivre même si ça veut dire que peut-être que papa, maman ne sont pas contents, que peut-être que frérot, sœurette ne sont pas contents, que peut-être qu'il y a certains collègues ou certains amis qui vont sourire ou qui vont rire ou qui vont passer des commentaires, mais le Verseau doit apprendre à vivre sa mission de vie, sa marginalité, sa différence, sans égard à l'opinion des autres. Et ça peut être l'opinion familiale, l'opinion amicale, l'opinion politique et l'opinion de la société dans laquelle on habite. Imaginez un capitaliste qui est né à Cuba sous les années Castro. Il est en marge. Bon, ben, peut-être que le Verseau dans un régime capitaliste, c'est le communiste. Mais en quelque part, si vous êtes né Verseau, le bon Dieu vous a donné des goûts et des aspirations qui ne correspondent pas au groupe qui vous entoure. Et le bon Dieu vous joue un tour parce que ce qu'il veut tester, c'est est-ce qu'à la fin de votre vie, est-ce que vous allez l'avoir assumé ou vous allez l'avoir caché? Si vous l'avez assumé, vous avez réussi, bon, sans exagérer, là. Hein? Mais si vous l'avez assumé, vous avez réussi. Si vous l'avez caché, c'est un échec et l'âme doit revivre encore une fois le dossier du Verseau. Ce qui nous amène au dernier signe. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas minuté presque à la seconde près. Je passe à peu près 5 minutes par signe, puis officiellement, il nous en reste 4. Alors, au niveau... Ah oui, moi, si j'avais une mission vierge, c'est check aujourd'hui, c'est correct, c'est précis, on est arrivé pile. Alors, le poisson, probablement la mission la plus mystique de tout le zodiaque. C'est pas pour rien que c'est le dernier. On pourrait penser que... Je vous dirais qu'une des grandes missions de vie, pour que vous me suivez bien, là, le poisson doit apprendre, une des choses qu'il doit apprendre, c'est à laisser aller l'ego.
Et ça, c'est la chose la plus dure au monde, parce que l'ego, c'est notre sens de l'identité. En fait, attention, l'ego, des fois, on a une vue négative de ça, mais c'est essentiel, là, c'est fondamental. Là. Si on n'a pas d'ego, on est à l'asile. Parce que si on n'a pas d'ego, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas c'est quoi notre identité, on ne sait pas c'est quoi qu'on aime, on ne sait pas où on se trouve, c'est quoi le métier qu'on fait. La définition du dictionnaire de l'ego, c'est le sens de l'identité d'une personne. Par contre, on peut devenir très sclérosé dans l'ego, dans le sens de l'identité. Quand j'ai une identité qui est tellement définie que je change, que ça fait 20 ans que je n'ai pas changé, puis que je n'ai pas évolué, puis qu'il n'est pas rien arrivé de différent dans ma vie, probablement que je suis dans une mauvaise direction de l'ego. Encore une fois, ici, je prêche à des convertis. Vous comprenez tous ce que je veux dire quand le fait que dissoudre l'ego lui permette d'évoluer, de changer et de devenir un peu plus mou, là, un peu plus transparent, transcendant, c'est évidemment important et difficile parce que ça fait peur. Le travail mystique, le travail spirituel, le travail occulte, le travail ésotérique, c'est un travail d'assouplissement de l'ego. On ne veut pas qu'il disparaisse, mais on veut qu'il s'assouplisse pour être capable non seulement de laisser entrer du nouveau, mais être capable aussi d'aller atteindre des niveaux de conscience supérieurs, des niveaux de conscience qui sont autres. Alors, quand je dis que le poisson, peut-être pas pour rien que c'est le dernier dossier, c'est que je pense que probablement qu'avant de résoudre le dossier du poisson, vaut mieux avoir réussi les autres. Si j'ai été capable d'aller chercher quelque chose de matériel dans le taureau, bien peut-être que rendu dans le poisson, je peux apprendre à laisser partir le matériel, etc. Alors, le poisson doit arriver à explorer la conscience et le monde spirituel, mais il doit faire attention de ne pas s'y perdre. Et c'est ça le twist dans le poisson. C'est ça le terrain glissant du poisson. Je suis sûr que, vu le public qui est ici, je suis sûr que se préoccuper du monde spirituel et d'explorer la conscience, je suis convaincu que tout le monde est à l'aise avec ça. Mais on a tous rencontré quelqu'un qui s'est perdu dans ça, qui n'était plus capable d'avoir une vie familiale, qui n'était plus capable d'avoir une vie professionnelle. Il était dans des niveaux de conscience supérieurs, mais il avait un pied dans l'espace, là. Il n'était pas toujours présent complètement, ni pour lui, ni pour les autres. Le poisson doit naviguer la mince ligne qui est l'évolution de la conscience et l'exploration de la spiritualité sans tomber dans des paradis artificiels, des rêves, des illuminations, quelque chose qui cesse d'exister dans la réalité. Ça, c'est la chose la plus importante. Fait que si, à la fin de la vie d'un poisson, l'âme arrive au ciel, et que là, quand on coche les choses, on dit « OK, préoccupation de la spiritualité, c'est bon. Évolution de la conscience, c'est bon. Exploration du monde intérieur, de l'imaginaire, c'est bon. » Tout est coché, puis il va y avoir le 4e. Est-ce que malgré ces coches-là, est-ce que la personne est arrivée à garder les 2 pieds sur terre? Parce que le bon Dieu pourrait dire « Oublie pas, je t'ai donné une âme, mais je t'ai aussi donné un corps. Si j'avais juste voulu que tu sois une âme, je t'aurais juste donné une âme, mais je t'ai donné un corps. Il y avait 50-50, il y avait 2 choses à faire. Alors, si les 2 pieds sont restés sur terre, on va cocher comme quoi la mission a été réussie. Et voilà. Alors voilà, c'est la fin. Mission réussie. Mission réussie. Vous avez vu ce qu'on a pour appeler la mission de l'âme de chacun des 12 signes, ou enfin une mission évolutive du Mais là, zodiaque. avant de finir, faut que tu nous dises ton signe. Oui. Mon signe, oui. Mais non, Je suis- Sagittaire. je suis Verseau. Ah, j'avais compris, Jupiter! Je l'ai eu! Oui, bravo. Il y avait au moins une personne qui avait deviné. Ah oui, je l'ai lu. Alors, j'espère que vous avez apprécié. C'est juste Et- en compris dans ma Mais tête. et toi, Sandra Sagittaire. Vierge. Ascendant Elle Vierge. est bonne. C'est la précision. Merci. Merci. Donc, on va voir que ça veut dire en version. Oui, c'est ça.